Salut, bienvenue chez KissKissBankBank. Une plateforme de financement participatif, c'est une plateforme où les gens financent les projets d'autres gens. Donc c'est assez simple. Et KissKissBankBank fait partie des premières plateformes dans le monde à s'être montées sur ce principe-là. Ce sont des artistes en tout genre, des chanteurs, des musiciens, des metteurs en scène, des éditeurs, des designers de meubles, des designers de mode, des écrivains, des journalistes qui viennent financer leurs projets grâce au grand public, qui les aident du coup à démarrer en général leur carrière. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un échange un peu sous le format de troc, c'est-à-dire que le jeune journaliste qui veut financer par exemple un web documentaire va proposer contre 5 euros d'envoyer, je sais pas moi, un DVD dédicacé du web documentaire quand il sortira pour 50 euros, fera une diffusion à domicile pour l'anniversaire de la personne qui lui aura donné les 50 euros. Donc on est vraiment dans une logique de troc où les individus donnent à des projets et en échange reçoivent un petit bout du projet en nature. Non, alors on entend plus parler des projets médias. Pourquoi? Parce que c'est évidemment l'idée par des journalistes. Et donc du coup, entre journalistes, vous avez tendance à parler pas mal de vos projets, donc ce qui est logique. Après avoir été très top-down pendant des années, les médias, pour changer leur modèle économique, sont obligés de s'ouvrir et avoir une logique qui est plus crowd au sens large, que ce soit en sourcing ou en funding. Et donc du coup, je trouve ça assez intéressant que les tout jeunes éditeurs aient compris ça à la base et du coup viennent se servir de systèmes de crowdfunding, non pas pour faire survivre leur titre, comme on le voit beaucoup en ce moment dans les médias, mais pour donner naissance à ce titre, comme pour agréger immédiatement une communauté, fédérer une communauté qui est en fait votre base de lectorat, la base de vos abonnés, qui va devenir ambassadeur de votre magazine et qui petit à petit, de communauté à communauté, va le faire grandir. Et donc du coup, je trouve ça assez passionnant et je pense que c'est effectivement une des pistes, peut-être, non pas en tant que modèle économique, mais en tant que modèle de financement des médias et de la presse de demain. Derrière ces projets qui ont fait la notoriété de KissKiss, vous avez une myriade de projets. On en a reçu 36 000 depuis le début. On en a mis 11 500 en ligne. Et parmi tous ces projets, il y a beaucoup de musique, beaucoup de films, beaucoup de clips vidéo, beaucoup de BD, beaucoup de bouquins, beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup d'objets connectés. Donc on est vraiment dans une sphère créative au sens large. Il faut juste que ce soit, pour nous, dans nos critères de sélection, soit artistique ou culturel ou innovant. Voilà, c'est-à-dire chez nous, on ne finance pas les permis de conduire, on ne finance pas les divorces, on ne finance pas les mariages non plus. Oui, alors c'est vrai que la seule différence notoire avec Kickstarter et KissKissBankBank, quand on s'est lancé la même année, c'est le volume de projets et le volume d'argent collecté sur les deux plateformes. Pour vous donner le distinguo, on a atteint 25 millions d'euros quand eux avaient déjà dépassé le milliard de dollars depuis belle lurette. Donc sur le même principe, il y a une différence catégorique qui sont les projets technologiques qui sont quasiment tous financés sur Kickstarter. Depuis le début, pour une raison assez simple, c'est que le marché américain est le meilleur marché test possible pour les nouvelles technologies au sens large, et notamment pour les objets connectés, et que c'est vrai que lorsqu'on peut, même si on n'est pas américain, suivre les contraintes de Kickstarter, c'est-à-dire ouvrir une filiale américaine, avoir un zip code américain, avoir un associé américain, qui sont quand même des grosses contraintes, pour la majorité des, on va dire, des technophiles, ou en tout cas des gens qui sont à la tête comme ça de jeunes startups sur des objets techno, eh bien les collectes de fonds se font majoritairement sur Kickstarter. Alors pour autant, c'est en train de s'inverser un petit peu quand même, parce que sur Kickstarter, le taux d'échec le plus important, c'est celui justement sur les produits tech. Et donc du coup, il y a quand même quelques projets qui ont collecté des millions de dollars, et beaucoup de projets qui ont collecté des millions de dollars, mais il y a aussi des centaines et des centaines de projets qui ont loupé leur collecte en s'attendant tous, un peu comme les projets phares, à collecter vraiment beaucoup d'argent. Et donc du coup, notamment pour les Français ou les Européens, on commence à se rendre compte que c'est parfois plus simple de venir fédérer sa communauté dans son pays d'origine, avec un site qui finalement est quand même porté vers la francophonie, et pourquoi pas dans un deuxième temps aller sur les États-Unis pour essayer d'éprouver son produit sur un marché plus large. Donc Kickstarter restera de toute façon, je pense, sans aucune crainte sur le sujet, le leader mondial sur les projets techno, mais je pense que petit à petit en France, on arrivera à tirer notre épingle du jeu, notamment en montant des partenariats peut-être plus spécifiques avec des enseignes ou des lieux, si vous voulez, où ces projets pourraient être distribués. Oui, alors ça a changé une chose majeure, que les politiques s'emparent de notre sujet, c'est que ça nous a permis de négocier la fin du monopole bancaire. Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, seules les banques pouvaient
en fait transférer de l'argent d'individu en individu avec une rémunération au milieu. Fort de notre expérience sur KissKiss et Hello Merci, on s'est aperçu que les PME françaises seraient prêtes à rémunérer assez grassement, autour de 10% par an, des individus qui pourraient les aider et investir de l'argent dans leur société pour soutenir leur développement. Et donc du coup, le fait d'avoir travaillé avec les politiques, ça nous a permis de faire sauter les verrous réglementaires pour nous permettre de lancer des plateformes de ce type. Donc on a lancé l'Endopolis le 19 novembre, qui est une plateforme de prêt rémunéré où là, les individus ne sont plus micro-mécènes comme il était sur KissKiss ou sur Hello Merci, mais deviennent des micro-investisseurs et investissent dans des PME qui les séduisent. Donc du coup, l'appui des politiques nous a permis d'élargir le champ de possibilités de notre secteur. Je pense que Fleur Pellerin en tête s'est aperçu que l'économie collaborative était en train de devenir un phénomène important et le financement participatif étant un petit peu l'épicentre, peut-être même la banque d'ailleurs de l'économie collaborative, fait que du coup, elle a pas mal poussé ce secteur, notamment pour nous aider face aux contraintes réglementaires ou aux contraintes de lobby assez forts que peuvent représenter les lobbies de la finance traditionnelle. Fleur Pellerin a volontairement créé une nouvelle distinction dans la série des médailles françaises que je ne connais pas d'ailleurs, mais à part la Légion d'honneur, mais il y en a une ribambelle. Et là, elle a créé donc une médaille des grands donateurs qui ont permis de distinguer les meilleurs donateurs sur les plateformes de financement participatif, comme pour symboliser que finalement, ce nouveau rôle était sûrement important et peut-être de cette manière-là donner un signe assez fort vers le grand public en disant on a compris ce qui se passe. On a tellement bien compris ce qui se passe et qu'aujourd'hui on le reconnaît en tant que tel comme un acte important pour nos sociétés puisqu'on va même décorer, en tout cas donner une médaille à ces gens-là. Donc du coup, même si ça peut paraître un peu symbolique, ça prouve quand même que la compréhension vis-à-vis des politiques, de notre système et de son impact est définitivement intégrée. Donc ça, c'est quand même un point qui est très important. Une chose est sûre, c'est que l'État-providence, surprovidence, ultra-providence dans tous les domaines, sous la pression des difficultés économiques majeures dans l'expansion de la mondialisation, fait que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Et que du coup, mécaniquement, il faut quand même bien continuer à financer ce qu'il faut être financé dans la société. Et les politiques se sont rendus compte qu'au-delà de la pression fiscale qui est énorme, finalement, on était prêt en tant qu'individu à agir dans des domaines où les politiques ou la finance traditionnelle n'agit plus. Et donc, bien évidemment, à la fois, j'espère, un petit peu par sincérité et par conviction, mais également de façon très pragmatique, on s'aperçoit qu'il y a peut-être une migration à effectuer entre les financements publics, notamment dans la culture, et du coup reporter un petit peu le financement de la créativité sur le grand public qui a l'air, preuve en est, un des résultats sur KissKissBankBank ou sur les autres plateformes, de jouer un nouveau rôle qui est assez sympa, qui est celui de reprendre le pouvoir sur son argent et de décider finalement de ce qu'on en fait en recherchant un impact visible, plutôt que de laisser dormir notre argent dans les banques, de finalement le lundi de donner 50 € à un musicien, le mercredi d'aider sa voisine en lui prêtant 100 € pour monter sa crèche, et puis le samedi en choisissant 10 PME françaises dans lesquelles vous allez investir 500 € sur chacune de ces PME avec un retour sur investissement et en ayant un impact dans l'économie réelle. Et donc du coup il y a un mouvement fort que les sociologues américains appellent l'empowerment que permet le web, c'est-à-dire cette capacité à se réapproprier un petit peu nos vies et pour le financement participatif, se réapproprier un petit peu notre argent. Après, est-ce que le public peut remplacer l'intégralité des modes de financement classiques, que ce soit les subventions dans la culture ou la finance traditionnelle dans l'économie réelle? Je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une brique qui était encore toute petite il y a quelques années, qui représente plus de 5 milliards de dollars dans le monde en 2013, qui reste encore un montant minime par rapport à l'intégralité du financement mondial, mais qui devrait, d'après vos confrères du magazine Forbes, dépasser les 1000 milliards de dollars en 2020. Et alors, du coup, dans quelques années, on serait non plus face à ce qui peut paraître pour certains aujourd'hui une mode, mais un vrai mode pour le coup de financement alternatif. Donc, on est loin de remplacer le reste par le financement participatif. Par contre, on est en face d'une vraie alternative grandissante qui, encore une fois, redonne le pouvoir au grand public. Et ça, c'est plutôt cool.